Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette explication linéaire consacrée à l'œuvre d'Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, dont le parcours associé est défendre et entretenir la liberté. Alors pour cette explication linéaire, nous allons nous référer à la traduction du texte, ou du moins la modernisation du texte, avec la collection Déclic de l'éditeur Belin. Alors pour mener à bien cette lecture linéaire, nous allons tout d'abord évoquer les éléments de l'introduction et en particulier, je vous rappelle que vous débutez par la présentation de l'objet d'étude, à savoir la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, pour ensuite évoquer le parcours associé que j'ai évoqué précédemment et bien sûr, vous faites une biographie assez succincte de ce jeune auteur qui était Étienne de la Boétie, jeune humaniste qui écrit vers 1548 son discours dans lequel il va mettre en place des idées pour l'époque somme toute assez innovantes puisqu'il s'agit d'évoquer le refus de la soumission volontaire d'un peuple à un tyran. Alors pour cette explication précisément, nous allons voir plusieurs points. En l'occurrence, ici, ce passage explique pourquoi l'amitié véritable est impossible avec une tyrannie quelle qu'elle soit. En effet, la Boétie va opposer la pureté de l'amitié aux dynamiques sombres de pouvoir, de peur et de soumission. Une problématique pourrait émerger de cet extrait qui serait la suivante et que vous voyez apparaître: comment la Boétie démontre-t-il par une rhétorique bien établie et très puissante, comment il démontre en fait que la tyrannie est incompatible avec l'essence même de ce qu'est une amitié entre des hommes? Alors on verra et on peut faire émerger trois mouvements. D'abord la définition idéale de ce que peut être une amitié et son impossibilité, son incompatibilité avec un tyran. Ensuite nous montrerons justement cette incompatibilité presque structurelle entre tyrannie et amitié. Et puis, le dernier mouvement mettra en évidence le piège mortel pour les favoris, les courtisans, et puis l'appel à la sagesse qui se retrouve ici dans ce texte et typique d'un auteur humaniste. Passons donc au premier mouvement et voyons ensemble comment dans cet extrait, il y a, de ce passage plutôt, il y a une définition presque sacrée de l'amitié qui permet par là même de rejeter même la notion d'amitié possible avec un tyran. Alors on voit tout de suite qu'il commence par une ouverture en quelque sorte percutante dans sa vision des choses. Lorsqu'il dit « c'est certainement que le tyran n'est jamais aimé ni n'aime », la Boétie pose d'emblée un verdict implacable avec une double négation et puis la répétition ou du moins l'usage de « jamais ». Le tyran en fait n'aime pas et n'est pas aimé. Et ce parallélisme syntaxique crée comme une sorte de symétrie implacable, soulignant l'isolement affectif complet du tyran, comme pour montrer que ce tyran est marqué par une sorte de vide relationnel. Et puis, on pourrait relever, bien sûr, le recours au présent qui prend ici une valeur, somme toute, de présent de vérité générale. N'importe quel tyran, par définition, n'est jamais aimé et ni n'aime, avec la tournure passive et la tournure active. Et aimer, aime. Ensuite, la Boétie va nous définir ce qu'est l'amitié. L'amitié, c'est un nom sacré, une chose sainte. Bref, vous reprenez ce passage-là. Alors d'emblée, ce qui marque, c'est presque en quelque sorte, cette métaphore religieuse et ces mots très forts qu'il utilise, sacré, sainte, qui sacralise l'amitié, comme si la Boétie voulait l'élever au-dessus des calculs matériels et des intérêts de bas étage. La répétition, l'amitié, c'est
elle ne se met jamais, montre ici aussi par la négation restrictive, elle ne se met jamais qu'entre gens de bien. On voit bien ici que d'emblée la Boétie exclut les tyrans, relégués en quelque sorte du côté du clan des méchants. Et puis il y a bien sûr ce terme, ou du moins ces connotations déjà très positives, bien, mutuelle amitié, ou plutôt mutuelle estime. On voit bien, il y a ce rapport de réciprocité qui se met en place dans ce que l'on appelle l'amitié. Et puis, la Boétie volontairement approfondit cette définition. Elle s'entretient pas tant par les bienfaits que par la bonne vie, etc. On voit bien qu'il y a une énumération de vertus morales avec comme une sorte de gradation ascendante. L'amitié repose sur une confiance en effet réciproque et non pas sur des dons intéressés. C'est un lien pur fondé sur une sorte d'égalité vertueuse. On voit bien les termes amitié assurée, connaissance, intégrité, bon naturel, foi et constance. Donc il y a presque ce que j'évoquais tout à l'heure, une gradation. On pourrait presque dire qu'il y a une accumulation de termes comme pour mettre en évidence toutes les vertus justement de cette amitié qui est saine et non pas hypocrite. Et puis vous avez ensuite une opposition qui se met en place avec il ne peut y avoir d'amitié là où la cruauté, etc. On voit bien ici que pour marteler son discours, la Boétie utilise la répétition. On pourrait presque parler d'anaphore syntaxique. Là où la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Il martèle et il scande son discours presque avec une sorte de parallélisme qui marque à l'inverse la violence qui s'installe chez le tyran. Les termes sont bien sûr à l'inverse avec des connotations péjoratives, cruauté, déloyauté, injustice. Il utilise le terme donc de méchant. Et chez les méchants, qu'est-ce que veut montrer la Boétie ? Eh bien, c'est que c'est la peur qui unit en un complot toutes ces personnes. Il n'y a pas d'amour ici qui est mis en évidence. Le tyran incarne à lui seul les vices et est radicalement exclu de cette possible amitié. On voit bien l'usage des négations. Ils ne s'entraiment pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. On voit bien ici aussi le recours à une syntaxe qui est très significative, des phrases assez brèves, simples, avec ce jeu presque d'opposition syntaxique. S'entraimer qui fait écho à s'entrecraigner, ami qui fait écho à complice. Et bien sûr ici l'idée clé étant de montrer que l'amitié est une valeur sacrée, réservée aux gens de bien, incompatible avec tout ce qui symboliserait la corruption tyrannique. Et donc là, vous voyez bien cette ruse, on va dire, oratoire qu'utilise la Boétie ici pour montrer simplement et de façon catégorique que ces deux notions, la tyrannie et l'amitié, sont définitivement impensable et incompatible. Alors dans le deuxième mouvement, il va montrer justement comment la tyrannie même exclut l'amitié, même chez les voleurs. Alors la Boétie d'ailleurs enchaîne de façon logique. Or, quand bien même il l'accorde, il y a une concession initiale qui est en fait habilement utilisée pour renforcer l'argument. Même sans vice, l'inégalité rend l'amitié impossible. On voit bien ici qu'il va utiliser la métaphore synégétique. Pas de panique si vous ne voulez pas utiliser ce terme, c'est tout ce qui fait référence à l'univers de la chasse. Il utilise le terme gibier.
Vous voyez ici, il y a le vrai gibier en légalité qui ne veut jamais boiter mais toujours être égal. Là, on voit bien que ces métaphores figurent l'amitié comme un espace réservé aux relations d'égal à égal. Et on voit bien même que la personnification de l'amitié est évidente avec l'image qui a son vrai gibier en légalité, qui ne veut jamais boiter mais toujours être égal. Ici, l'amitié refuse de boiter, c'est-à-dire qu'elle exige un équilibre parfait entre l'un et l'autre, et en somme, le tyran devient au-dessus de tous, c'est-à-dire hors jeu. On voit bien, encore une fois, ce ping-pong qu'il y a entre l'image du tyran et une image négative, et l'amitié qui est ici présentée de façon améliorative. Retenez aussi l'image, le tyran qui n'a point de compagnon. Chez la Boétie, ce terme est très fort, et puis n'oubliez pas que c'est un humaniste qui pratique le latin et grec. Le compagnon, c'est un mot qui veut dire cum panis, c'est-à-dire celui avec qui on partage le pain. Donc il y a cette idée vraiment forte du compagnon, c'est celui qui partage tout avec vous, ce qui est complètement l'inverse, bien sûr, du tyran qui ne partage rien, puisqu'il exerce sa forme de soumission. Alors ensuite, dans la stratégie argumentative de la Boétie, il va utiliser un exemple concret pour frapper le lecteur, bien évidemment. Voilà pourquoi il y a bien entre les voleurs, dit-on, quelque confiance au partage du butin. On remarque d'ailleurs chez la Boétie encore une technique ironique avec l'incise « dit-on ». Il se réfère à quelque chose que l'on dit de façon commune, pour montrer qu'il n'y a pas que lui qui dit cela. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage ? Eh bien, avec cet exemple contré, il montre que chez les voleurs, qui sont des pairs, P-A-I-R-S, malgré leur vice, il y a une confiance minimale qui naît de la peur réciproque et de l'intérêt commun. On voit bien ce terme aussi, cet écho qu'il y a entre s'entraimer, s'entrecraindre. La concession souligne ce lien précaire mais réel entre les voleurs. Et c'est un moyen de montrer encore plus de manière indirecte que le tyran sans égal est encore plus isolé. Donc là, l'exemple concret permet de montrer, lorsqu'il dit voilà pourquoi, on voit bien aussi la valeur conclusive de ce premier mouvement. Il montre ici que même les voleurs, ils s'entrecraignent, et il n'y a pas en se désunissant, amoindrir, ils ne veulent pas en se désunissant amoindrir leur force. On voit bien qu'il y a quand même chez eux un semblant de solidarité. Et puis après, il fait une transition brutale, mais ceux qui sont les favoris du tyran, volontairement, il fait justement un lien logique avec ce qui précède, mais le but étant de les opposer, c'est-à-dire que les voleurs, certes, sont des voleurs, mais il y a quand même une confiance minimale. Or, ici, chez les favoris, justement, on est loin de tout cela. Remarquez la tournure, encore une fois, de la négation. Ils ne peuvent jamais en avoir aucune assurance. On voit bien ici que aussi l'hyperbole, avec le terme qui se réfère au tyran, donc ils ne peuvent jamais avoir aucune assurance, mais lui, il peut tout. Les favoris sont présentés ici comme vulnérables. Quelque part, que veut montrer ici la Boétie ? Eh bien, c'est que les favoris ont créé en quelque sorte ce monstre en le flattant. Relevé aussi lorsqu'il dit il n'est pas obligé par aucun droit ni aucun devoir, ayant pour principe de prendre sa volonté pour la raison, et qu'il n'a aucun compagnon, mais qu'il est maître de tous. Ici, on voit bien les négations qui montrent bien aucun droit ni aucun devoir, qui montre un tyran ici hors la loi, arbitraire, qui justement a enlevé toute loi qui ne lui correspond pas. Et voyez encore une fois l'usage du terme
compagnon. Il n'a aucun compagnon, c'est-à-dire qu'il évoque ici cette domination en solitaire. Il est le maître de tous et on pourrait s'amuser à voir le rapport presque antithétique entre les pronoms ils, eux-mêmes, eux, tous, où on voit bien ici que c'est un tyran hors loi, arbitraire. Et on pourrait dire que à cet instant, on arrive presque au climax de la démonstration, où ce qu'on pourrait appeler c'est le terme pour montrer le point ultime culminant dans sa progression démonstrative. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, au théâtre de l'Acmé. On voit bien ici qu'on arrive au point culminant de sa démonstration avec l'interpellation. N'est-ce donc pas déplorable que devant tant d'exemples flagrants, etc., etc. Ici, il y a comme une sorte d'interrogation rhétorique avec l'énumération des évidences qui dénoncent l'aveuglement collectif, et comme pour marquer les esprits, lorsqu'il dit l'adjectif flagrant, comme pour dire au lecteur, je vous ai quand même avancé assez d'idées et d'arguments pour que vous compreniez enfin ce qu'est véritablement un tyran. Et puis l'atout, l'habileté de la Boétie, c'est que pour dénoncer encore une fois plus l'aveuglement collectif, il va se servir de quoi ? Encore une fois, une habileté rhétorique. Il va se référer à la fable. Et ici, alors il dit d'après le conte, mais c'est la ruse de l'utilisation de la fable, du récit inventé, avec le fameux renard face au lion. Et là, en fait, on sait très bien le pouvoir de la fable, comme dira un siècle plus tard La Fontaine, qui montre qu'une fable permet de mieux retenir une idée que d'avoir des grands discours théoriques. Et bien ici, on voit bien comment, de façon habile, il dresse l'image du lion tyran qui attire dans sa tanière, et on voit bien l'évocation des traces des bêtes qui ici visualisent le piège fatal. Et puis notez que le discours direct, c'est-à-dire le fait de faire parler l'animal, bien sûr, a beaucoup de répercussions sur le lecteur et donne vie à la ruse du renard, qui, bien sûr, vous l'avez compris, va incarner le modèle de la prudence et du courage. J'irai bien volontiers te voir, le conditionnel traduisant la prudence et l'intelligence du renard, mais je vois beaucoup de traces mais je vois beaucoup, mais qui reviennent en arrière, je n'en vois pas une. On voit bien ici la répétition du « mais » qui renforce cette intelligence et presque cette intuition qu'a le renard face au lion tyran. Et là, on voit bien donc cette stratégie persuasive, c'est-à-dire qu'au préalable et juste avant, vous avez toutes ces démonstrations implacables qui relèvent plus de l'ordre de la conviction. Ici, on voit bien la persuasion, la Boétie met au service de sa démonstration la persuasion et le recours à ce petit passage de conte ou de fable, avec aussi le discours direct, renforce et finalise toute sa démonstration. On voit bien donc à travers ce texte puissant comment la Boétie démontre que la tyrannie anéantit l'amitié. Elle remplace cette tyrannie, l'estime mutuelle par la peur, elle remplace l'égalité par la domination, la vertu par le complot, et du sacré de l'amitié jusqu'à la fable du renard. Qu'est-ce que fait la Boétie ? En fait, il nous appelle à rejeter la certitude volontaire pour préserver notre humanité, car on est bien dans cet enjeu crucial de préserver ce que l'on est. Humaniste fervent, la Boétie, en somme, nous invite ici à imiter en quelque sorte le renard, observer, raisonner, résister. On voit bien ici toute cette finesse de l'esprit de la Boétie. Et pour cette conclusion, vous pourriez utiliser ce que je viens de vous évoquer. Et bien sûr, ici, il montre avec force les dangers d'une tyrannie. Et surtout, il nous appelle à la prudence
face à ce pouvoir, et il révèle encore ici tous les risques d'une servitude. Bien sûr, si vous vouliez faire une ouverture probante, je pense à ce que je viens d'évoquer précédemment, à la fable de La Fontaine, le loup et le chien, qui peut aussi, alors on avait évoqué là le renard avec le lion, mais on peut évoquer la fable de La Fontaine, le loup et le chien, qui montre effectivement ce loup qui préfère rester à l'état naturel et donc être libre au lieu d'être soumis comme le chien le fait. Donc j'espère que cette explication vous permettra encore une fois de percevoir toute l'intelligence des propos de la Boétie et aussi toute son actualité. Je vous dis à très vite sur Clapotis pour découvrir d'autres lectures, et bien sûr je vous renvoie aussi aux podcasts qui vous permettront de compléter votre réflexion, et ce en particulier pour la dissertation. Je vous dis à très vite.